Nous voilà aujourd'hui réunis pour parler d'un nouveau texte de Plotin que Nicolas a déniché, traité 8 de la quatrième Énéade sur la descente de l'âme dans le corps. Je sais pas, Nicolas, tu peux juste nous dire pourquoi ce texte t'a séduit avant qu'on se mette vraiment à le lire? Alors, il m'a séduit, il y a une fulgurante introduction, donc je pense que ça accroche bien. Hein? C'est du lourd, effectivement. Il nous explique comment est-ce qu'il a eu l'expérience extatique de la contemplation de Dieu ou de l'unité ou qui correspond sans doute à sa réunion avec l'unité. Et donc voilà, il nous explique comment il sort de ça, et il est comme... c'est quoi? C'est qu'il croit pas qu'il est, il est complètement... Et c'est une introduction à quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est assez marrant parce qu'en fait, son expérience, c'est la montée. Et en fait, disons, le texte a quand même pour but d'expliquer un truc assez intéressant qui est un peu l'inverse de la montée, ou en tout cas pas la montée d'abord, c'est pourquoi les âmes descendent en fait avant qu'elles ne soient incarnées dans un corps, pourquoi elles décident de descendre dans un corps et pourquoi ça se passe comme ça, dans la mesure où en fait l'âme est parfaite là où elle est en jonction, enfin quand elle est dans le ciel avec Dieu, avec l'esprit, avec l'unité, ce qui revient plus ou moins à la même chose pour Plotin. Et tandis qu'ici, elle se perd, comme il parle par la suite dans le texte, elle subit des choses difficiles, elle souffre, et pourtant, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, d'après ma lecture, est nécessaire pour Plotin. Et c'est marrant parce que il y a une espèce de dialectique entre l'unité et la non-unité, et c'est un jeu éternel avec les néoplatoniciens. Et disons que l'âme descend de la même façon que le 1 se fait multiple. Le 1 absolu est 1, mais comme le 1, du 1 émanent toutes les différentes unités qui sont moins une en dessous de lui, comme l'esprit qui se trouve en dessous de... Et donc le 1 n'est pas 1, mais pourtant c'est le principe du monde, et disons que c'est la magie de savoir comment est-ce que le 1 devient plusieurs. Et ça me rappelle aussi un peu Hegel et la façon dont chez Hegel, disons, une chose devient son contraire. Donc ici, il y a peut-être un truc qui est à chercher là-dedans et que les chrétiens ont repris aussi. L'introduction. Je vais faire mon introduction, peut-être deux, c'est de pas être redondant. Donc déjà, Plotin, je ne sais pas si on a parlé exactement de qui c'est. On a évoqué un peu. Donc c'est quelqu'un qui... Alors déjà, pratiquement tout ce qu'on sait sur lui, c'est issu de la biographie écrite par son élève Porphyre, qu'on appelle Vita Plotini, et Vite Plotin, où il raconte ce qui a amené Plotin à la philosophie. Il est né en Haute-Égypte, à Lycopolis, en 205. Il ne parle pas grec de façon... c'est pas sa langue maternelle, le grec. Mais étant jeune adulte, il arrive à Alexandrie. Il se dit, je veux me former à la philosophie. Il cherche plusieurs maîtres. Aucun lui convient, jusqu'à ce qu'il tombe sur certains Ammonios, Sakas, probablement un Scythe, qui, lui, dont on n'a aucun écrit, aurait eu, quand Plotin l'aurait vu, il dit, ah, c'est bon, c'est lui mon maître. Voilà. Il étudie avec lui pendant une quinzaine d'années, avec un autre étudiant, un autre disciple, disons, Origène, qui est probablement pas l'Origène qu'on connaît par ailleurs, père de l'Église. Et ensuite, Plotin part à Rome fonder son école
après l'école néo-platonicienne de Rome. Bon, dans sa biographie de Plotin, Porphyre raconte que Plotin, c'est un grand penseur, etc., mais il a vécu des choses particulières. Sa philosophie n'est pas seulement le fruit d'une réflexion profonde, elle est aussi le fruit de révélations. Parce que à quatre reprises, Plotin aurait vécu des expériences mystiques, aurait été comme dissous dans l'un, dans Dieu, c'est pas trop, et aurait vu les choses telles qu'elles sont, l'unité. Sa philosophie serait une sorte d'exhortation à retrouver cet état mystique. Bon. On va faire un groupe de philosophie, nous. Pas forcément envie de croire quelqu'un qui nous raconte ses visions mystiques. Donc, alors, les commentateurs disent que ce texte est, par-dessus tous, le récit de son expérience d'unification, réunion avec le principe divin, etc. Une des 4 fois. Une des 4 fois. Ça, c'est le récit de l'une des 4 fois. Ce qui est bizarre, parce qu'on disait, parce qu'il dit souvent. Donc, il dit, c'est ça. Souvent, Polakis. Je me réveille, c'est bizarre, un truc qui s'est fait 4 fois. Mais admettons que ce soit le récit d'une expérience mystique. Est-ce qu'on peut en faire une lecture qui ne soit pas littéraire, pas édifiante, la philosophie doit se garder d'être édifiante, et qui soit purement philosophique? Je pense que sans trahir Plotin, il y a différentes façons d'avoir une lecture. Mais c'était aussi une surenchère par rapport à des gens qui trouvaient bizarre, disons, qu'ils nous assènent ce qu'il a découvert à travers Platon, ce qu'il considère vrai à travers Platon, et qu'il n'y a pas moyen de vérifier ce genre de choses. C'est sûr que c'est tous les gens qui apportent une métaphysique comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc là, effectivement, je crois que c'est sur ça, effectivement, que ça fait partie des arguments, en fait, que lui, il peut voir, il a vu ça, donc il l'a vu, moi je l'ai vu, donc croyez-moi, quoi. Mais permettez-nous d'être un peu sceptiques, de ne pas croire en l'illuminé. Comment est-ce qu'on peut lire ce texte d'un œil philosophique? Mais attends, mais en fait, non, c'était juste, je me demandais, à partir de là, je me demandais si, parce que c'est vrai que souvent, il y a des gens qui ils viennent ici, ils n'ont pas le temps de lire, mais on lit ensemble, quoi, ce qui est tout à fait parfait. Donc là, je me demandais s'il y en avait d'entre vous qui avaient des questions, qui l'avaient lu, qui avaient même le début, ou qui avaient... Non, je t'ai appelé ce matin, donc c'est bon. Mais de toute façon, on a le droit de venir sans le lire, c'est une attitude tout à fait honnête. Mais alors voilà. La question, le récit, donc, c'est celui du retour vers un principe original, l'unification, la dissolution de soi dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, on sait que l'âme, chez Plotin, c'est le récit de son Odyssée de l'âme. L'âme, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les âmes individuelles et l'âme du tout, l'âme du monde. C'est un peu la vision un peu qu'on trouvait déjà avant, c'est que le monde est une sorte d'animal, voilà, un animal animé. Un stoïcien. Voilà. Et il y a aussi l'âme, pardon. Je sais pas si Marc Aurèle a parlé de ça, moi en tout cas, disons, c'est la doctrine des stoïciens. Moi, c'est vrai que je connais pas très bien Marc Aurèle, mais...
Voilà. Et il y a l'âme hypostase, donc l'une des trois hypostases qui sont l'un, le nous et l'âme. Voilà, bon. Alors là, ce qu'il nous raconte, c'est l'âme individuelle qui, pour aller, ce qui lui est, disons, son odyssée, c'est de se réunir avec l'âme du monde. Donc, la dissolution de sa singularité. Ça pose quand même une question toujours intéressante parce que dans notre époque, tout le monde veut bien sûr tient sa particularité. On veut être original, ses propres goûts, ses propres. Voilà, être unique. Quoi. Et là, on nous invite à se réunir avec quelque chose qui serait antérieur, qui serait la vérité, et qui serait la même vérité, la même bonté, disons, le même horizon pour toutes les âmes. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on peut garder en tête. Est-ce que si on dit que chacun essaie de faire le mieux, est-ce qu'au fond, le mieux, c'est pas de supprimer sa singularité et d'avoir la vie vraie, la vie en communion avec le vrai, le juste, le beau, ce serait une seule et même chose. Parce que là, il raconte aussi le destin d'âme qui, au contraire, refuse cette montée, reste dans leur singularité, dit non, moi je suis maître en mon domaine et je ne veux pas me dissoudre dans plus grand point. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est une erreur et en quoi c'est une erreur? Voilà un peu l'axe de lecture que je peux proposer. Comme ça, un peu. Mais si vous voulez lire ça de façon totalement mystique, il est possible. Bienvenue. Mais c'est vrai que là, le truc aussi, il est long, quoi. Donc, du coup, on ne pourra pas tout lire. Mais de toute façon, après, c'est un peu. On comprend assez vite ce qu'il veut dire. Donc, on pourrait lire ce début. Est-ce que là-dessus, déjà, il y a des gens qui peuvent faire des commentaires? Sur la lecture que tu as dit, est-ce qu'à la fin, c'est vrai qu'il dit qu'il y en a il y a des âmes qui se complaisent bien dans le monde matériel et tout, mais il y a quand même le côté, il faut revenir à l'âme, au bien, enfin, qui est comme l'origine. En fait, l'âme, elle revient à ce qu'elle doit être, en fait. Elle revient à son origine. Donc, il y a quand même un côté, il faut revenir à son origine. L'âme ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a quand même de revenir vers. Mais sa volonté propre, l'âme. Mais après, disons, de notre vivant, ce qui est après la mort, ça, je ne sais pas trop, de notre vivant, on peut se complaire dans le sensible, dans sa singularité, refuser le bien, le beau, le juste, refuser l'unité, vouloir absolument être sur ces possibilités. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que c'est souhaitable? Mais disons que tu exagères un peu, que tu parles d'être dans sa singularité, parce qu'il dit, disons, c'est le truc qui est symétrique à ça, et qui m'avait frappé parce qu'il utilise un peu le même vocabulaire. Il dit il y a certaines âmes qui décident d'être seules, autonomes et singulières, peut-être qu'il dit, et d'être une partie par rapport au fait que quand on est là-haut, on n'est même pas une partie, on est avec le tout, je pense, c'est ça qu'il veut dire. Donc il décide d'être une vraie partie, c'est-à-dire une vraie partie séparée du tout. Donc je pense que être dissous dans le tout, c'est une partie, c'est le tout. Oui, tout à fait. Mais disons, le fait d'être une partie veut dire que tu es singulier dans ce sens d'un être singulier, mais veut pas dire que tu choisis tes baskets selon ton goût, ou que tu vois, c'est un peu anachronique quand même. Enfin, mais c'est un peu un petit paradoxe que tu vois. Non, tu crois pas que ça veut quand même dire juste être perdu dans son corps, disons pas forcément, disons essayer de se singulariser un maximum comme, je sais pas, un lofter ou quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, mais simplement jouir de son corps et être de plus en plus ce corps singulier qui est dans lequel on se perd, quoi. Aspirer à
l'âme primordiale, l'unité, tout ça, c'est aussi se défaire de son point de vue propre, de dire je regarde les choses telles qu'elles sont, absolument pas depuis mon petit regard, je sais pas. Oui, mais là, en fait, tu vois qu'au début, justement, il utilise le même. Tu vois, il dit souvent, je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps. Donc, quand il s'éveille, c'est ça qui est marrant aussi au début, c'est qu'il s'éveille en sortant de son corps. Donc, on pourrait s'éveiller aussi en rentrant dans son corps. Et qu'Alec. Voilà. Et c'est déjà. Et qu'Alec. Ouais, commençons à lire. Donc je commence à lire. Tiens, j'ai plus lu jusqu'à présent. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'égard des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installé en lui, parvenu à cette activité supérieure en étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a lieu, et aussi bien à ce moment-là qu'à présent, et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps si elle est bien en elle-même, telle qu'elle a pu se manifester, quoiqu'elle soit dans un corps. Donc, il a vu son âme se manifester quand il était avec le divin. Ça, la question, c'est, il dit, même s'il était dans un corps. L'âme, pour lui, c'est peut-être la première chose qu'on peut discuter, elle est pleinement elle-même. Il semble, de prime abord, que l'âme s'oppose au corps. Donc, l'âme est pleinement elle-même quand elle n'est plus liée à ses nécessités corporelles, contingentes, etc. Dans une pure contemplation. On dit que les gens ils meurent, ils restent là. C'est ça, voilà, justement. Alors, comment t'as dit? Quand les gens ils meurent, on dit qu'ils restent là. Donc là, justement, c'est la première présentation, c'est une âme séparée du corps. Première chose. Deuxième chose, c'est une âme séparée du corps et qui est plus elle-même. Ça, c'est le point de base. Hein, c'est parce qu'il défend. Il faut se remettre dans l'époque. Voilà. Ce qu'on pensait à cette époque, l'âme séparée du corps, elle est plus elle-même quand elle est hors du corps, quand elle est dans le corps. Alors, si déjà, on dit qu'il y a le carbone. Est-ce qu'effectivement, l'âme est quelque chose séparé du corps? Est-ce que sa vie dans le corps est une prison ou est-ce que c'est une libération? Voilà. Ça, c'est la première question. Bon. C'est vrai que si on résout pas dire, si on ne se met pas d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire que l'âme est quelque chose d'autre que le corps, qu'on conçut, terme analytique, conscience ne se réduit pas des consciences extra-neuronales. Ça. C'est vrai que nous, je ne serais pas d'accord. Si elle a une conscience extra-neuronale, moi c'est ce que je crois. On doit argumenter là-dessus. Est-ce que vous partagez ça ou bien non? Petit débat un peu, comment faire un analytique. C'est un bon débat, je pense, pour lancer la suite. Une conscience extra-neuronale. Est-ce ce que tu es toi, ça se réduit à un processus chimique dans ton cerveau? Non. Mais après, le truc, il y a l'esprit, moi, j'arrive pas vraiment à différencier dans ma vie, l'intérieur, l'esprit de l'âme, même si j'ai une vague idée, je ne sais pas si on peut dire concrètement, mais des deux choses, et puis de pouvoir éteindre mon esprit, mon âme, elle va toujours être en activité, je pense. En tout cas, comme je la vis, et puis au travers des explorations que je peux avoir là-dedans, dans ce genre de. Même si les voitures, comme ça. C'est difficile, humainement, en tout cas à mon stade, de pouvoir
faire une différenciation entre l'esprit, l'âme, l'intelligence, puis même le raisonnement, ou qui est pas physique. Ça c'est une question qui est très difficile de pouvoir distinguer dans le mental, les différentes parties, etc. La première chose, en tout cas pour ce problématique, première chose à dire, c'est est-ce que, peu importe les distinctions, mais c'est quelque chose dans le monde mental. Pour Descartes, il parle juste du cogito, quoi. Il est rationaliste, pour lui, il ne fait même pas la différence entre l'âme et l'esprit. On peut faire ça, mais déjà. Je dis extraneuronal, excuse-moi, je dis extraneuronal, alors parce que j'ai un tout petit peu lâché. L'esprit l'âme serait extraneuronale, mais l'intelligence et la raison seraient neuronales. Mais non, bon déjà. Ouais, disons, je vais répondre à toutes ces questions. Première, oui. Est-ce que ça serait possible de conceptualiser une conscience extraneuronale sans neurone? Mais par exemple, moi, je vois des tables, je vois des objets, je vois des choses, voilà. Mais je vois que c'est une certaine façon d'être. Et la conscience, pas la même façon d'être que une table, un corps même. J'ai l'intuition, mais est-ce que c'est difficile à conceptualiser, c'est difficile. On peut faire ça seulement de façon apophatique, c'est-à-dire par négation. Lorsque ce que je suis, ce n'est pas corporel, Ce n'est pas sensible, ce n'est pas. C'est la seule façon de faire. Mais c'est vrai que c'est aussi. Pardon, tu permets? Et je me disais, en fait, c'est aussi un peu, comment dire, par opposition que des gens comme Jonathan ou moi, parce qu'on a lu Heidegger aussi, c'est parce qu'on est complètement, comment dire, sous la domination intellectuelle de Heidegger, un peu que aussi on pense ça, non? Non, mais ou alors c'est parce que, disons, comment dire, en tout cas, disons nous étant un petit peu dressés et énervés contre l'enseignement analytique qu'il y a ici, c'est vrai que les scientistes auront tendance à te dire que ce que tu tu as l'impression que c'est ton esprit, mais ton esprit n'est rien d'autre que des courants électriques qui passent dans ton réseau de neurones, et qu'en fait tout ça crée cette impression que tu as, mais c'est juste ton réseau de neurones qui travaille. Et ça, c'est le stade où ils disent que c'est à cause de ça, que c'est causé par ça. Mais comme ils ont tendance à vouloir réduire les choses à des éléments matériels, parce qu'ils sont gênés par les choses, les processus impalpables, comme justement l'esprit, parce que l'esprit, c'est pas de la matière, on est d'accord en fait. Ça, c'est de la matière, et c'est à travers des sensations que je sais que c'est de la matière, tu vois. Donc, à ce niveau-là, c'est théorique de parler de matière. On n'a jamais en contact avec la matière, on est en contact avec des sensations qui sont dans l'esprit, qui sont des manifestations de notre esprit, de notre être au monde. Là, j'utilise justement, par exemple, des expressions heideggeriennes qui essayent de restituer au plus juste ce qu'est l'expérience de l'esprit. Et disons les analytiques, les scientistes, les positivistes auront tendance à plus se fier à des résultats quantitatifs qu'on peut obtenir à travers des mesures, des appareils, etc., que des descriptions qui sont un peu impressionnistes, parce que c'est des impressions, tout ce qui est l'esprit, tout ce qui est notre façon d'être au monde, c'est des choses qui sont très difficiles à décrire et dont on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, quoi, parce qu'on peut pas dire que c'est on peut pas dire que c'est des atomes, on peut pas dire que c'est des neurones, on peut pas dire que c'est quelque chose disons que la science est capable de décrire. Donc en fait, il y a une tendance qui voudra dire que l'esprit n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme pas les licornes, mais ouais, presque comme les licornes en fait. On y croit, mais en fait, il faudrait dire que
Enfin, il y a des philosophes d'ailleurs très analytiques qui disent que un jour on aura un langage correct et on dira pas je suis triste, mais j'ai une décharge dans tel neurone qui provoque, je sais pas, de la sérotonine ou qui m'enlève de la sérotonine, quoi. Ce sera ce langage on décrira son cerveau pour dire ce qui se passe. C'est un peu absurde dans la mesure où on devra, par exemple, même pour quelque chose qu'on regarderait à l'extérieur, il faudrait qu'on dise, décrire son cerveau pour dire ce qui se passe alors qu'on voit quelque chose. Donc il y a une espèce de, comment dire, les scientistes ont tendance à être effrayés par ce langage du cerveau. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que l'âme n'existe pas et insistent là-dessus, disent que l'esprit n'existe pas, quoi. De l'analyse. Ah, mais ce serait pas agréable. T'as une vision un peu parodique de l'analytique parce que c'est un débat en philosophie de l'esprit qui s'appelle le problème difficile de la conscience, de se dire voilà, s'il y a une intelligence artificielle avec un réseau neuronal comme nous, est-ce qu'il y a une conscience qui émerge ou non? Il y en a qui disent oui, c'est les fonctionnalistes, il y en a qui disent non, pas du tout. La conscience est pas réductible au matériel, et ça, c'est leur Chalmers. Donc, tu as des dualistes hardcore qui parlent de panpsychisme. La conscience, c'est une sorte d'unité qu'il y a dans tout. Enfin, il y a des délires qui vont assez loin. Donc, en analytique, il y a quand même des trucs qui sont pas du tout matérialistes. Le positivisme, presque personne qui est comme ça. Maintenant, l'analytique, c'est ouvert à d'autres trucs. Donc, voilà, pour un peu faire l'avocat de l'analytique, il y a quand même des positions qui sont très, très antimatérialistes. C'est un gros débat actuel qui s'appelle le problème difficile de la conscience. Il n'y a personne qui est d'accord. Bon, mais si je peux juste. Si je peux recentrer un peu le débat. La question, c'est pas. D'accord, on a un groupe continental. La question, c'est pas qui l'un de l'autre a raison. La question, juste, c'est qu'est-ce qu'il en est vraiment. Peu importe si ton président dit qu'on a raison, peu importe, c'est la raison, moi, c'est pas qui l'a. Mais c'est juste pour dire que dans tous les courants philosophiques, enfin tous les styles, le problème persiste. C'est ça, c'est voilà, pas. Il n'y a pas d'un côté des gens qui. Bah, après, la façon de poser le problème. Ouais, c'est ça aussi, elle est très vulgaire aussi. En fait. Et disons que le simple fait que Churchland, justement, t'explique que on n'en est pas encore, on est presque là, dans 10 ans, c'est bon, on pourra avoir des petits appareils qui vont directement communiquer quel est l'état de notre cerveau. Ça, c'est un délire. Non, mais c'est sérieux, c'est absolument sérieux, lui, il pense ça. Avec sa femme aussi. Oh, mais c'est sur le point. C'est sur. Disons si on voit d'être amené. C'est vrai qu'il y il y en a qui sont certains. Ouais, non, c'est vrai. Tout à fait. Mais Alexandre Machin, tout le bordel, là, ils sont quand même en train de. Oui, Alexandre. Comment il s'appelle Alexandre Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, voilà. Le prophète du transhumanisme. Bon, on va pas savoir ce soir si effectivement il y a une âme en dehors du corps ou pas. Alors, accepter ce postulat, s'il vous plaît, sinon on ne va pas continuer. Maintenant, deuxième question. On pourrait formuler ça un peu comme ça, je pense. Là. Déjà, il y a un autre truc qui est un peu problématique, c'est de dire que l'âme doit se rapprocher de ce qu'elle est vraiment. Voilà, ça. Ce qu'elle est, on pourrait se dire. Est-ce que l'âme est plus proche de ce qu'elle devrait être ou de ce qu'elle est vraiment quand elle compte, enfin, je pose deux états d'âme. La première, c'est la contemplation de la démonstration du théorème de Pythagore. Vraiment, toutes les étapes en tête exactement. Avec une vérité, on peut dire, universelle. Voilà. Est-ce qu'elle est plus elle-même quand elle est dans le vrai pur, ou est-ce qu'elle est plus elle-même quand elle goûte à un plaisir particulier de, je sais pas, de telle eau qui est particulièrement fraîche, etc. Ça, c'est la question de... Est-ce que vous avez des intuitions, des choses, des façons de poser des problèmes? On est plus nous-mêmes dans le vrai, simple, universel, ou dans
l'expression de sensibilité, de choses. Si c'est pas incompatible, parce que, par exemple, Si c'est soit, c'est l'un ou l'autre. Pourquoi? La question c'était où est-ce que l'âme est le plus elle-même? parce que, par exemple, Après, je peux dire, elle est elle-même pareillement dans les deux. C'est ça. Par exemple, justement, dans Phèdre, j'ai lu pas mal du Phèdre pour lire ce texte, et il y a toute une espèce de plaidoyer de Socrate qui est assez drôle et un peu caricatural, parce que, disons qu'il plaide un peu pour sa chapelle, mais bon, c'est Socrate et c'est Platon, mais il parle de l'amour homosexuel, hein, et l'amour entre un amant et un éromène, je sais plus, un éraste et un éromène, et ça peut être un peu vulgaire et bas s'ils sont pas au clair sur si c'est pas un amour pur qui est lié à la vérité. Mais si c'est un amour pur lié à la vérité, c'est la plus belle des choses, et c'est presque, peut-être on peut aller directement au ciel avec ça, quoi. Donc c'est un petit paradoxe par rapport à... bah oui, mais alors c'est quand même, d'un côté, t'as la contemplation, comment dire, théorétique de... Et l'amour physique aussi. Et puis le plaisir physique brutal. Mais c'est justement la conjonction des deux qui crée cette espèce de propulsion rapide vers Dieu, quoi. C'est des choses à dire là-dessus. On se continue dans le texte. Maintenant, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça le dilemme. C'est voilà. Il semble que le corps n'est pas l'endroit naturel de l'âme. Voilà. Et qu'il a été mis là. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est une bonne chose que le corps soit dans l'âme, que l'âme soit dans le corps, pardon? Auquel cas, bon, il faut valoriser beaucoup le plaisir physique, bon, je sais pas. Ou si l'âme est dans le corps comme dans une prison, ce qui ne fait pas Platon, alors qu'est-ce qu'il y fait? Voilà. Pourquoi? Voilà. Puis lui, il dit, mais j'ai été dans le divin, j'ai été très loin de mon corps, etc. Et voilà, je redescends dans ma vie matérielle, ma vie substantielle. Et puis voilà, je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Bon, après, là, ce qui est intéressant, si on prend la suite, c'est qu'il se réfère à quelques présocratiques et à Platon. Vas-y, je te dessine. D'accord. Je pense qu'à Héraclite, ça. Héraclite, qui nous a encouragés à faire cette recherche, lorsqu'il pose la nécessité d'échanges réciproques entre les contraires, parle du chemin vers le haut et vers le bas, ou affirme que ce qui change reste en repos et que la fatigue consiste à s'adonner aux mêmes tâches et à leur être assujetti. À donner ces images en négligeant de les expliquer clairement, sans doute dans le but de nous obliger à chercher par nous-mêmes, comme il l'a lui-même trouvé en cherchant. Donc là, après, il dit Héraclite était déjà considéré comme très obscur dans l'Antiquité. L'intéressant, c'est que ce texte-là, il nous fournit des fragments d'Héraclite qu'on a seulement de là, on n'a pas d'autres. Bon, alors si c'était déjà très obscur pour eux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais là, quand même, disons, il y a juste l'idée du haut et du bas, le corps, l'âme l'âme qui va au plus profond de son corps, c'est vers le bas, et puis l'âme qui s'élève à la vérité, c'est vers le haut. Voilà. C'est symbolique. mais disons qu'il y a sous-entendu, il y a quand même... Il y a un mouvement qui est bien pour l'âme, quoi. En fait, il veut dire ça, il veut expliquer pourquoi, paradoxalement, parce que je disais au début, pourquoi c'est bien, et l'âme se grandit en descendant. Enfin, c'est le paradoxe qui est difficile à imaginer par rapport à l'image
de l'univers, enfin avec l'unité qui est le Dieu tout en haut, l'esprit, l'âme, et puis en dessous le monde sensible. Pourquoi descendre en dessous où on souffre, etc. Mais c'est tout ce texte, je pense, c'est un plaidoyer pour la vie ici-bas, en fait. Hein. Et voilà. Sinon, sous-entendu, sinon elle s'embêterait, quoi, quand même, là-haut. C'est plus ou moins ça. Enfin, c'est logique qu'on pense ça quand il dit que, disons, on se fatigue en ne faisant rien et on je sais plus quels sont ces mots. Fatigue et faire toujours les mêmes choses. Faire toujours les mêmes choses et à ne pas changer, et on se régénère en descendant et en montant, quoi. Il y a quand même des côtés de notre âme qui semblent être plus proches de ce qui est du monde sublunaire, ça veut dire du changement. On ne s'imagine pas notre âme actuelle être sans changement, effectivement. Alors que le monde supralunaire, le monde Dieu, hypostase, etc., c'est un monde statique. Donc, peut-être que c'est l'occasion de faire une distinction dans l'âme entre ce qui veut le changement, ce qui a besoin de changement, et ce qui aspire à la vérité étant ce qui reste éternellement la même chose. Commentaire? Je dis, ce que tu veux dire. Et lorsque Empédocle dit que c'est une loi pour les âmes, c'est qu'elles ont commis des fautes de chuter jusqu'ici, et que lui-même, exilé loin de Dieu, est venu parce qu'il a obéi à la discorde infurie. Il en dit, à mon avis, autant que Pythagore et ses disciples qui ont parlé par énigme sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Il était permis de ne pas être clair puisqu'il s'exprimait sur sur le mode de la poésie. Il nous reste donc effectivement Platon qui a dit beaucoup de belles choses sur l'âme et qui a souvent traité de ses œuvres, de sa venue en ce monde, de sorte que nous avons l'espoir de tirer de lui quelque chose de clair. Que dit donc ce philosophe? Quelle est l'opinion de Platon sur ce qu'on a dit? C'est pas Empédocle qui parle? Non, c'est Platon. Qui a dit, alors Héraclite qu'on a parlé, on parlait de compris, qui a parlé, et puis surtout qu'il faut être l'impression dans la façon d'exposer Héraclite et Empédocle, c'est plutôt des façons de poser la question. Voilà. Parce que c'est des choses un petit peu imagées. Et puis Platon aussi. En fait. Platon, alors là, il dit, mais alors on espère au moins que Platon, qui est quand même l'initiateur d'une philosophie un peu nouvelle, lui nous donnera des réponses claires là-dessus. Mais c'est ce qu'il dit Platon. Mais c'est pas par image, donc on ne sait jamais ce qu'il dit vraiment. Il dit juste c'est un peu comme ça. Que dit donc Platon? Ania, si tu veux dire. À l'évidence, il ne dit pas partout la même chose, ce qui aurait permis de voir facilement l'intention de cet homme. Mais dans toute son œuvre, il méprise le sensible dans son ensemble, reproche à l'âme la communauté qu'elle forme avec le corps et dit que l'âme est enchaînée et ensevelie en lui et que grande est la formule de mystère selon laquelle l'âme est en prison. Et sa caverne, comme la grotte d'Empédocle, renvoie, me semble-t-il, à cet univers-ci où, précisément, la délivrance des chaînes de la sortie hors de la caverne signifie, selon lui, la montée de l'âme vers l'origine. Donc ça, c'est juste la position, justement, la position qui serait, je pense, la plus naturelle pour l'époque, ce serait de se dire, alors l'âme, elle devient elle-même, elle se libère quand elle accède à l'intelligible. Et voilà, c'est justement cette position-là qui est discutée, qui est mise en difficulté par Plotin, pour les raisons qu'on a dit. Est-ce que vraiment l'âme est... Mais c'est surtout aussi, en fait, est-ce que c'est bien pour l'âme d'être dans le sensible? Est-ce que d'une certaine façon, est-ce que c'est bien de s'incarner? Bon, parce qu'il y a aussi,
comment dire, il y a le fait de s'incarner ou pas s'incarner pour l'âme, et une fois qu'elle est incarnée, il y a le fait de se perdre dans la matière, de ne pas se perdre dans la matière, et souvent ces deux façons différentes d'être ou de ne pas être incarné sont... enfin, d'être dans la matière ou de ne pas être dans la matière sont un peu difficiles à distinguer, mais c'est pas la même chose d'être une âme qui n'a pas de corps là-haut que d'être une âme qui a un corps mais qui est capable d'avoir un contact comme Plotin avec Dieu, quoi. On n'a pas lu encore le Timée? Non, c'est après Timée, non? Ah, il y a fait, non. Par ailleurs, dans le Phèdre, la perte des ailes est la cause de la venue de l'âme ici-bas. Et d'après lui, le terme de chaque révolution ramène ici-bas l'âme qui s'était élevée quand d'autres âmes sont renvoyées. On va par des jugements, des tirages au sort, des hasards ou des nécessités. Chose à dire, on voit. Voilà. Les ailes, c'est-à-dire pour Platon, en fait, c'est l'âme s'incarne dans Phèdre, donc c'est un mythe. À chaque fois, il donne un mythe, il dit que ça se passe un peu comme ça. Et donc dans Platon, l'âme est un attelage ailé avec 2 chevaux et un cocher. Et elle est donc et quand comment dire, les 2 chevaux, il y en a un qui est bon et un qui est pas bon. Enfin, il y en a un qui est beau et qui répond aux sollicitations du cocher, à ses ordres, et l'autre qui va vers le bas. Donc en fait, à un moment, cet attelage perd ses ailes qui fait qu'il est dans le ciel, et il descend et puis il rentre dans un corps qu'il anime. Et c'est la façon dont les âmes qui étaient auparavant au ciel, auprès des dieux, dans le monde supérieur ou dans le monde intelligible. Y compris le cocher? Ouais, tous les 3 en fait. Justement, je lisais et puis je me posais la question et puis je peux vous confirmer que c'est le cocher et 2 chevaux qui rentrent dans le corps. Alors l'image du truc, ça pourrait pas être symbolisé par ce qu'on est en train de parler. Ou est-ce que la volonté était qui est 3 unités, enfin, ce choix entre mauvais, l'autre le cocher qui sera peut-être celui qui... Bah ouais, le cocher, ça semble être la raison. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un petit peu... je me fie aussi à ce que je connais de la doctrine de Platon dans la République pour dire ça, mais c'est pas si clair dans le Phèdre, mais disons, il me semblerait que le cocher, c'est la raison, que le cheval noir, il est noir aussi, le cheval qui va vers le bas, c'est la partie désirante de l'âme, et le cocher qui va vers le haut, c'est la partie... comment est-ce qu'on dit la partie colérique, comment? Irascible, on dit en fait. En fait, la partie, c'est-à-dire dans la République, il y a la raison, qui est la partie qui raisonne, la partie intelligente, la partie qui réfléchit. Il y a la partie épitumée, en fait, c'est la partie désirante, qui est la partie corporelle, la partie qui est intéressée par tout ce qui est bas, les plaisirs, la nourriture, le sexe, etc. Et comment? Appétitive, voilà. Et la partie irascible, qui est la partie courageuse et qui peut être la partie violente. Donc il y a ces 3 parties-là, en fait. 2 parties qui sont les passions, et les passions, pour la partie appétitive, les passions, disons... les passions, je sais pas comment dire ça, les passions douces, les passions, les tentations, disons corporelles un petit peu qui te ramollissent et il y a les passions, disons qui vont vers la dureté, vers la violence et qui te poussent à peut-être faire un truc héroïque ou peut-être faire un truc criminel selon si tu maîtrises bien ces passions. C'est
c'est la partie appétitive et la partie colérique, en fait, pour le dire simple. Hein. Partie appétitive, partie colérique et la raison. Donc c'est comme ça que je le vois, mais ça vient, c'est un peu, je plaque un petit peu la lecture de la République sur le Phèdre, quoi. Mais c'est trop, ouais, c'est en tout cas un cocher qui a l'évidence et la raison, un bon cheval et un cheval un petit peu qui descend, un cheval qui obéit bien et un cheval qui descend. Là, il a décrit. Et puis non, en fait, j'ai dit juste, en fait, je rappelle le truc fondamental que je voulais dire, c'est qu'il perd ses ailes et que c'est là qu'il tombe dans le. Je l'ai dit, mais je le rappelle parce que c'était juste ça que je voulais dire, c'est que la perte des ailes, c'est voilà, il tombe dans un corps et tout ça rentre dans un corps et puis voilà. Donc, jusqu'à présent, il a présenté, je pense que n'importe lequel d'entre nous dirait comme la thèse platonicienne sur l'âme qui est dans le corps comme dans une prison et qui ferait mieux de sortir de la caverne, d'aller dans les intelligibles, etc. Il y a en fait la position chez Platon est pas si simple. Par exemple, regardez dans le Timée. Excusez-moi. Même si dans tous ces passages, il reproche à l'âme sa venue dans le corps, dans le Timée, quand il parle de cet univers, il loue son ordre, dit que c'est un Dieu bienheureux et que l'âme a été donnée par la bonté du démiurge, afin que cet univers soit intelligent, puisqu'il fallait qu'il le fût, et que ce n'était pas possible sans l'âme. Peut-être que pour l'âme, c'est mauvais de s'incarner, mais en tout cas, pour le corps, c'est bien qu'elle ait une âme. Que l'univers soit animé, que le corps humain soit animé, sinon. Et c'est donc pour cette raison que l'âme de cet univers a été envoyée en lui par le Dieu, ainsi que les âmes de chacun de nous. Il y a l'âme de l'univers, et il y a les âmes individuelles. Donc l'âme de cet univers a été envoyée en lui, dans cet univers, par le Dieu, ainsi que les âmes de chacun de nous, afin que cet univers fût parfait, puisqu'il fallait qu'il existât dans le monde sensible les mêmes genres d'êtres vivants que dans le monde intelligible et en nombre égal. Au nombre égal. Tout ce qu'il y a dans l'intelligible doit s'incarner dans le sensible, c'est qui aspire à s'incarner dans le sensible. Ça. Mais ça veut dire qu'il dirait, par exemple, il y a un exemplaire de chaque objet ou individu particulier là-haut, en fait. Ça voudrait dire ça, quand même. Et puis, à d'autres endroits, il pose cette question sans y répondre. C'est difficile, hein, parce que c'est... Bon, il y a trois mots qui gravitent autour. Il y a nous, ce qu'on a déjà vu, intellect, et noeta, dessus, et noémata. Voilà. Bon. Est-ce que le monde intelligible, c'est la somme de toutes les idées platoniciennes, etc. Est-ce que c'est juste un tas d'idées, quoi? Je pense pas. Je pense que ça a son unité propre. C'est pas une liste de choses, mais ça n'a aucune unité. Évidemment que le monde intelligible a une unité, quelque chose qui peut fait tenir ensemble. Voilà. Donc c'est toutes les choses. Ouais, c'est vrai que c'est toutes les choses. En fait. Toutes les choses pensables, en fait. Mais c'est pas toutes les choses. En tout cas, c'est pas chacune des choses. Si c'est toutes les choses, c'est quelque chose d'holistique, quoi. C'est vrai qu'il y a un rapport entre les particuliers et les exercices, mais un rapport de participation. Voilà, si quelque chose est rond, ça participe à l'idée de rondeur, mais il n'y a pas une identité. C'est pas la même chose. Bon, par exemple, c'est ça. L'histoire des universaux chez Platon. C'est un peu ça, non? Les intelligibles, c'est un peu les universaux. C'est la rondeur parfaite, en fait. Et ouais, là, ça pose des problèmes après de savoir comment est-ce qu'une rondeur peut être purement ronde, enfin, disons, plus ronde, par exemple, que. Ouais, en fait, disons qu'il y a plein de paradoxes qu'on peut trouver. Disons juste.
on parle, enfin, il y a les intelligibles, ou le monde des intelligibles, il y a les idées et il y a les universaux. Voilà. Est-ce que ces trois choses, c'est un même problème? Je pense que c'est un peu... Voilà. Les universaux, juste... Ça, c'est un truc très médiéval. Je pense que tous les médiévaux vont penser que ça. Peut-être que là, il faut penser chaque problème. Non, c'était juste pour faire une précision que, en fait, ça c'est un vieux débat, mais qui existe dans Platon, mais qui a été très formalisé au Moyen-Âge, qui était de savoir si les universaux, et les universaux, c'est les genres ou les espèces, considérés comme genre ou espèce, par exemple, oiseau, comme, non pas comme cet oiseau-là, mais oiseau. Est-ce que les genres existent? Et c'est un débat qui vient de Platon, vu que lui, quand il parle des idées, c'est souvent des universaux, ces idées, en fait. L'idée de justice ou l'idée de ou plus, disons, en fait, c'est plus normalement, plus immédiatement les choses qui sont, qu'on trouve, disons, individualisées, particularisées dans cette table, mais il y a la table qui existe en tant que concept, et ça, c'est l'universel, la table en soi. C'est le gros débat du Moyen-Âge. Savoir si ça existe ou pas, où ça existe, ou comment ça existe, ou est-ce que ça n'existe pas, comment ça n'existe pas, comment est-ce qu'on peut penser si ça n'existe pas. Bon, je pourrais dire que Parménide, dans le Parménide, parce que, voilà, quand on pose la question, quelle est la doctrine de Platon sur tel ou tel sujet, sur ce problème des universaux? Alors déjà, Platon n'a jamais parlé d'un truc, les problèmes des universaux. Et dans la plupart de ses écrits, comme on le sait, c'est des dialogues, il y a plusieurs discussions. On se prend le Parménide, où c'est explicité de façon assez claire. On a Parménide, Zénon et Socrate qui discutent, Socrate qui est jeune, le vieux Parménide. Et première discussion, c'est est-ce qu'il y a une idée de... Est-ce qu'il existe indépendamment l'idée de la ressemblance et l'idée de la dissemblance? Ça arrive par tout l'argumentaire, mais il y a ces deux idées. Il y a l'idée de l'un aussi. Il y a l'idée du beau. Après, Parménide demande à Socrate, est-ce que tu penses que chaque chose a son idée? En plus de ça, est-ce que par exemple, une sandale a, parce qu'il y a l'idée de sandale, voilà, parce qu'il y a l'idée de sandale indépendamment de la sandale, est-ce qu'il y a l'idée vraiment de chaque chose? Mais ça, c'est difficile. Doute, hein? Même l'idée d'homme, il doute. Même l'idée, ouais, c'est ça. Là, ici, c'est pas trop. Peut-être. Je sais pas encore ça. Peut-être que ça. Socrate dit non, mais je pense pas. Parménide dit peut-être que quand tu repenseras à ça plus tard, tu changeras d'avis. Ouais, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que l'idée selon laquelle le problème des universaux, ça veut dire chaque chose dont on veut parler de façon universelle. Platon dit que ça existe indépendamment. Je sais pas. Il a tendance à dire ça, en fait. Ouais. Est-ce que l'homme existe? Mais disons, je pense qu'il prendrait une chose après l'autre. L'homme, l'humanité peut-être. Le cheveu, ça peut-être pas. La beauté, bien sûr. La boue. Pas le moindre truc, quoi. Hein? Les trucs un peu fondamentaux. Ça, c'est en tout cas, c'est une question qui se pose. En tout cas, quand on parle de la doctrine de Platon, il faut garder ce doute. Il faut garder qu'il y a peut-être doctrine de Platon, en fait. C'est ça. C'est juste des choses qu'on doit interpréter par rapport à un dialogue où quelqu'un présente un truc, ou lui-même le présente en disant pas que c'est ça. Souvent déjà, donc c'est quelqu'un qui présente, et celui qui le présente dit encore souvent, comme c'est le cas dans le mythe de l'âme, dit c'est un peu comme ça. Alors c'est très ouvert comme ça, ce que tu peux dire, c'est très compliqué, c'est impossible même de dire, c'est pour ça que les néoplatoniciens, ils ont aussi, considéré que c'était une espèce de quête mystique, de comprendre ce que voulait dire ce grand philosophe 700 ans avant eux. Après c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les réalistes des universaux prenaient Platon pour l'un des leurs. Voilà. Pour l'un des leurs. Ceux qui disaient que les universaux existent indépendamment. Et après, il y a aussi toute la question de la participation.
justement, qu'il y a une question très thématisée au Moyen-Âge, aussi thématisée chez Platon, sur lequel il faudrait peut-être faire une participation, compris par exemple. Imaginons qu'il y ait l'idée du beau, les choses belles participent de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire participer de l'idée? Est-ce que c'est être une partie de l'idée? Est-ce que c'est être toute l'idée? Est-ce que l'idée, chaque fois en entière, l'idée du beau en entière dans toutes les choses belles? Est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que c'est un ensemble? Tout ça, c'est des questions. Voilà. Mais je pense qu'il faut prendre la doctrine de Platon comme un ensemble de questions quand même. Certains disent même que, et puis c'est ce qui est dit dans une des lettres, qu'on considère comme apocryphe de Platon. Platon lui a dit, je n'ai jamais vraiment donné mon avis. J'ai juste rapporté comme ça des discussions. On sait pas. C'est peut-être cette lettre est véridique, effectivement. Ce qui est moi de Platon. C'est pour ça qu'il faudrait parler, moi je pense, pour parler de doctrine, il faudrait quand même être chaque fois spécifique de dire ce que dit Socrate dans le Parménide, ce que dit, je sais pas, Thrasymachus dans la République. Et puis aussi à les idées platoniciennes, voilà, ça peut être. Je sais pas trop ce qu'on entend par là. Mystique, à la fin de sa vie, il y a une espèce de. Ça aussi, cette espèce de ces derniers dialogues sont de plus en plus comment dire, difficiles à comprendre. Et Le mystique, c'est synonyme de difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il est devenu, comment dire, il semblait penser qu'il devait se cacher derrière, de plus en plus derrière, comment dire, disons que la vérité était cachée, demandait une certaine forme d'engagement qui n'était plus philosophique, mais qui allait au-delà, en fait, qui était un truc presque religieux. C'est métaphysique, c'est la métaphysique, un peu les choses qui... ce dont on parle maintenant. Enfin. La métaphysique, c'est quand même la philosophie aussi, comme c'est ces spéculations, on essaie de savoir, disons, par exemple, le système, disons, des néoplatoniciens, et proprement, ils s'occupent beaucoup de métaphysique. Quand on dit qu'il y a un qui est en haut, ou quand on dit qu'il y a le monde des idées, ça c'est métaphysique, c'est juste ce qui n'est pas directement, disons, la réalité concrète qui n'est pas vraiment questionnée ou qui ne pose pas trop de questions aux gens. Quand on essaie de voir quels sont, mais quand on essaie de remonter au principe, on se retrouve dans la métaphysique. D'ailleurs, disons, ils voulaient bannir ça, les positivistes. Et récemment, c'est redevenu à la mode et on a maintenant des cours de métaphysique qui sont donnés par des physiciens. C'est ça qui est marrant, en fait, justement, tu vois. On parle du 3e siècle. Il faut essayer de penser avec les concepts du... Voilà. Le mot métaphysique existe à l'époque, mais tout ce qu'il veut dire à l'époque, c'est l'œuvre d'Aristote. Parce que... ça veut dire après la physique. Ça veut dire ce qui est après la physique, les œuvres. Eux, ils ne diraient pas. Disons, ça veut dire ça n'a pas beaucoup de sens de dire à Plotin, mais là tu fais de la métaphysique. C'est surtout au Moyen-Âge qu'on a utilisé ce terme, mais disons que ça veut dire ce qui est au-delà de la physique. Mais la physique, c'est déjà compliqué. Dans les termes de l'époque, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et est-ce qu'il cherche, parce que on sait que Aristote a donné comme but à la philosophie première ou la théologie, c'est l'étude des causes premières et des principes premiers. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Lui il dit, mais c'est pas vraiment, c'est pas pour rien, il n'utilise pas le mot. Pour lui, ce qui est à l'origine, c'est pas le mot cause, aitia, ni le mot principe, arché, hypostase, hypostasis. Le fait qu'il utilise ces termes-là, pas d'autres, pour parler de ce qu'il y a d'essentiel, ça veut dire quelque chose. Voilà, ce dont on parle, c'est pas, comment dire, c'est pas
le premier chaînon de l'ensemble des causes qui se complètent, etc. C'est de la métaphysique, justement, disons ce qu'on appelle la métaphysique aujourd'hui, quand même. C'est-à-dire parler de première cause. Oui, est-ce qu'il parle de première cause? Il parle aussi de ça, c'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est les hypostases, c'est des choses. Oui, mais ça, c'est de la métaphysique. Non, mais c'était juste, en fait, c'est de la... Non, mais il faut penser, parce qu'on peut rajouter plein de mots, on inventer. Non, mais justement, mais c'était pourquoi étymologiquement hypo, c'est quoi stase, c'est quoi stase? Stase, c'est statique. L'histémie, le fait de poser, de dresser, voilà. Stare, etc. Hypo en dessous, donc c'est ce qui soutient. Hypo, c'est en dessous. Ouais. Et je pense qu'il tient tout seul aussi. Ce qui soutient. Qu'est-ce qui soutient notre monde? C'est ça, je veux dire. Il parle d'une structure. Hein? Il parle d'une structure. Ça peut être une structure, ouais. Par exemple, il dirait qu'aujourd'hui, l'ensemble des lois de la physique, c'est un type d'hypostase, parce que ça tient en ordre tout ça. Et en fait, c'est une incarnation. Enfin, non, c'est pas une incarnation. Ce serait peut-être ça, mais c'est une entité, c'est une entité. Peut-être ça, cette doctrine, c'est le truc qui soutient puis qui structure après, des idées de Platon. Mais il cherche les trois hypostases, juste pour dire, les trois hypostases, c'est donc l'intellect et l'âme. Tout à fait. Et à partir de là, il y a des émanations. Pas des émanations, mais des. Comment on appelle ça? Prodos. Ouais, la procession. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de ça, ça coule. Enfin, c'est le 1 qui. Enfin, disons, le 1, du 1 est sorti de l'intellect, et de l'intellect est sorti l'âme. Et ça fonctionne comme, effectivement, par procession. Suite de, en fait, peut-être, on pourrait dire ruissellement même, en fait. C'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est assez le cas, on peut dire ruissellement. Certains parlent d'émanation, et je pense qu'on peut dire aussi que c'est... Émanation, c'est un autre terme. Ça, c'est le terme des gnostiques, c'est émanation. Mais tu ne crois pas qu'on a l'impression qu'il est émanatiste? Moi, j'ai l'impression... C'est difficile à dire, mais disons que pour moi, ça me semble, en tout cas un catholique m'a dit que Plotin c'était de l'émanation. C'est péjoratif alors. Comment? C'est péjoratif. Pour le chrétien, oui. Mais ça veut juste. En fait, je pense que ça veut juste dire que, disons, comment dire, pour le chrétien, lui il pense que c'est la création, c'est le dogme, c'est comme ça. Et tandis que si c'est l'émanation ou le ruissellement, comme je dis, je sais pas, pour moi ça signifie la même chose. Ça veut dire que, comment dire, c'est par... C'est continuel, disons. Parce que pour un chrétien, les choses sont créées, puis après il y a la création qui crée. C'est discret. Avant la création, après il y a ça. Et puis après, Dieu peut encore intervenir par sa grâce. Mais en tout cas, de dire qu'il est en permanence, qu'on est en permanence dans la création. En fait. C'est ça que la création n'a jamais fini, parce que ça ruisselle. C'est ça qui choque un chrétien. C'est aussi. Il n'y a pas de moment de distinction claire entre la création et puis le. Hein. Et surtout que la création, le créateur n'est pas celui qui est au sommet de la hiérarchie, c'est ça. Ouais, et il pourrait être juste un symbole de quelque chose qui se fait, on ne sait pas comment, par ruissellement, j'ai l'impression. Mais disons qu'en fait, il n'y a pas non plus de différence claire comme chez Platon ou comme dans le christianisme entre le divin et là-haut et ici-bas le sensible. En fait, ça part du début, c'est le truc le plus abstrait qui est le 1. Après, il y a l'intellect qui devient un peu plus, moins abstrait que le 1 et moins simple. Après, il y a l'âme qui devient encore moins abstrait et moins simple. Et puis après, il y a le monde, où c'est le règne de la multitude. Et donc, il y a une espèce de... Ouais, c'est un peu comme une translation comme ça, du 1 comme ça, et puis ça se... Disons, un rayon qui se diffuse, qui s'élargit, qui se différencie. Il parle également de la graine dans ce texte à un moment. Et voilà, c'est en ça que ça change beaucoup et du platonisme et du christianisme. Mais je vais poser une question à ce propos. Donc, il n'y a quand même pas cette notion
de valeur nette qui est positive dans le principe original, un peu, on va dire, et négatif dans tout ce qui est matériel. Dans vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça, parce que ça, ce que tu viens de dire, ce qui est intérieur, c'est le bien, ce qui est plus inférieur, c'est le mal. Ça, c'est la gnose. Voilà. Ça, c'est la version plus gnostique. Ça, c'est la gnose. Et puis Plotin, il combat cette idée. Il dit quand même la création, par exemple, elle est incarnée par des. Enfin, disons, il y a l'âme qui participe, on ne peut pas dire ça, justement. Donc, il ne dit pas que justement, peut-être que c'est un peu mieux dans les intelligibles. Mais en tout cas, il n'y a pas d'un côté le bien, de l'autre le mal. Ça, c'est s'oppose à cette idée. Ah, il a même... Ouais, c'était des trucs... Moi, j'ai trouvé, je crois que c'était dans les parties, le 5 et 6 qu'on n'avait pas à lire, mais il parle même du fait qu'il est prêt à considérer que même parce que tout remonte du 1. Et pour cette raison, ouais, il est prêt à, comment dire, à trouver... comment dire, à ne pas condamner entièrement les choses les plus noires et indéterminées qui sont la matière. D'ailleurs, bon, la matière ne... C'est une sorte de lycée, quoi. Exactement, une façon d'expliquer pourquoi le mal est nécessaire aussi. Ça s'appelle théodicée ou manodicée. Ouais, la justice de Dieu. C'est le problème de justice de Dieu, ça veut dire le théodicée, ça veut dire ça en grec. Ouais. Et c'est un problème éternel, donc là ce serait la justice de l'esprit. Pourquoi l'esprit? Ou la justice énodicée, moi je pense que c'est la justice du 1. Pourquoi? Mais le 1 n'a pas de... Ouais, le 1 est simple, donc il ne pense pas, c'est ça aussi. Il ne peut pas être comme le créateur ou le démiurge ou l'esprit qui lui pourrait penser. Mais il a tendance à dire, ouais, même ce qui est le plus bas, en fait, ça vient quand même du 1 au départ, donc il faut bien faire avec, et on ne peut pas avoir une vision manichéenne, en fait, une vision, ça c'est mal et ça c'est bon. Parce que casser tous mes clichés sur le néoplatonisme, c'est très bien. Moi j'avais la version musulmane du XIIe siècle qui disait que, enfin c'était... Ah ouais, j'avais vu ils sont l'éveillé de non pas Avicenne, oui, c'était le maître d'Avicenne, Ibn Tafsir, je pense, qui a inventé l'histoire de Robinson Crusoe. C'est un mec qui se réveille, enfin qui grandit sur une île et qui s'éveille gentiment à la philosophie aristotélicienne et qui tout seul va arriver au principe de Dieu. Et en fait c'est très néoplatonique parce qu'en gros il y a vraiment cette l'âme elle doit revenir vers le corps, et il concevait justement l'enfer comme l'âme qui n'a pas réussi à revenir vers le corps, qui erre dans le monde un peu. Elle doit revenir vers le corps, qui revient vers son origine, le divin, le principe. Ouais. Donc, mais ça c'est exactement, on pourrait dire si tu regardes ce qu'on sait de la doctrine de Valentin, qui est un des grands gnostiques, c'est vraiment l'âme qui est le dernier chaînon des émanations, parce qu'on émane des éons, les éons après inférieurs, le dernier, c'est là où c'est la sagesse, le dernier, mais en gros c'est l'âme, mais qui est le plus mauvais, puisqu'il est le plus bas, mais qui a la possibilité de remonter, et c'est pour ça. Mais ça, c'est pas justement. D'accord, c'est ça. Mais après, peut-être que s'ils étaient cohérents, ils diraient ça, je sais pas. Et peut-être que, tout le monde peut soutenir, que le fait qu'ils s'opposent à ça, c'est pas très cohérent avec leur doctrine, parce que puisque tout sort du 1 puis que se diversifie. Je sais pas. Moi je pense que non, au contraire, ils ont un peu raison. Bah oui, parce que disons qu'ils assument le fait que le 1 se diversifie et que c'est un paradoxe dès le départ, et à partir du moment où ce paradoxe fait que le 1 c'est le premier principe et tout vient de là, quoi. Donc une fois qu'on a accepté que le 1 est plusieurs, on peut tout accepter. Mais tu vois, juste le fait qu'on pose la question, est-ce que, donc il dit, moi j'ai été dans le divin, tout ça, j'ai résidé dans le repos de Dieu, voilà, et je suis redescendu, et je me suis posé la question, alors, pourquoi est-ce que je suis ici, comment j'étais là-bas, qu'est-ce qui est mieux, voilà, il y a la question qui est posée.
C'est pas évident. C'est pas évident, puis il n'y a pas de réponse. Ah oui, alors là, je suis dans le mal, puis je dois absolument. Et puis c'est plutôt une façon, à mon avis, en fait, voilà, de comprendre mieux l'âme et de dire qu'il y a plusieurs, je ne sais pas si c'est parties ou aspects, des aspects qui ont besoin de monde sensible, supranaire, puis d'autres qui aspirent. Et puis un parcours, en fait, un parcours initiatique, qui est cette odyssée de l'âme que je me suis permis de... Quel titre d'un livre sur Plotin. C'est vrai? Ouais, de Jean-Marie Morel. C'est marrant, je savais pas, j'ai fait une petite du livre. C'est bien. Du coup, quand on lit le passage... Mais est-ce que là, c'est un peu la fin? Est-ce qu'on arrête les explications et on passe sur le débat? Discuter d'un truc. Que faire de notre vie? Bon. Hein? Tom. Hein? Il a parlé du suicide aussi, Plotin. Le problème avec les suicides, c'est que quand on arrache l'âme de son corps et qu'elle ne se détache pas naturellement, eh bien, en partant avec violence, elle part en prenant quelque chose qui est justement la stupeur au départ, toute la douleur, etc. Le suicide, c'est une mauvaise idée parce que ça reprend quelque chose de matériel. Je pense il faut faire ça avec la violence. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, elle s'enfonce dans le corps. Et puis c'est vraiment l'âme végétative. Enfin, il y a beaucoup d'Aristote, en fait. Et le fait corps, c'est ça. Elle est pas. Elle fait corps. C'est pas seulement l'âme d'un côté et puis qui utilise le corps. Non, c'est vraiment une symbiose. C'est fusionné. Donc c'est pour ça que c'est très organique, en fait. Très organique. Et ça, c'est votre point de vue. Non, ça c'est vraiment ce qu'il dit Plotin, quoi. Mais on choisit nos auteurs, donc c'est un peu le point de vue aussi. Mais c'est vrai que là, j'interprète pas, ça dit vraiment ce genre de truc. Et c'est vrai que disons qu'aussi à tous les... Disons que c'est le ruissellement, c'est ça, c'est que le 1, du 1 sort l'esprit, après de l'esprit sort l'âme du monde, après de l'âme du monde sortent les... Et à chaque fois, d'ailleurs, il dit aussi que, en fait, il a un débat où il va soutenir que que toutes les âmes sont en fait l'âme du monde qui est une seule chose, en fait. Disons mais ça, il ne le soutient pas ouvertement tout le temps. Mais disons que, en fait, dans cette procession, ou ce ruissellement depuis le 1 jusqu'aux zones les plus noires de la matière, en passant par l'esprit, l'âme du monde et l'âme et le corps, t'as l'impression que, comment dire, tous les éléments, il n'y a pas de distinction claire entre les éléments. C'est que d'autant plus que l'esprit, en contemplant le 1, est un peu le 1, parce que ce qu'on contemple, on l'est, comme lui, il fait ça avec le 1, il est réuni avec le 1 du bout du texte. L'âme fait pareil avec l'intellect, et dans le texte, c'est jamais très clair. Il dit que avant, il disait qu'il était en train de contempler le 1, après il dit qu'il contemplait l'esprit, mais c'est un peu la même chose, vu que, comme je vous ai dit, l'esprit contemple le 1. Il y a une espèce d'identité, disons de différence de l'identité qui semble continue, quoi, depuis le début jusqu'à... Ça correspond à ce que je disais au niveau, sur le plan métaphysique, par rapport à la différence avec le christianisme ou le platonisme, disons, orthodoxe, non néoplatonicien. C'est une notion de temps dans tout ça. Si c'est une procession, ça implique une question de temps. Est-ce que ce ruissellement, ça m'horripile ce terme, ça fait penser à Macron. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'utilise. Mais il y a du temps. Et puis ce temps-là, cette échelle, c'est au sein d'une vie ou c'est au sein de l'humanité, ou alors c'est les deux, ou c'est... à quel moment on peut dire que ça a commencé à ce ruissellement-là? Si je saisis un peu le truc. Une procession, c'est un processus. Peut-être je me trompe. Vous connaissez les mots, leur étymologie, leur sens, pour moi pas, même si je me délecte de vos propos. Mais ça, je pense que je sais pas si c'est quelque chose qui est clairement explicité par Plotin. Est-ce que ça se fait dans le temps ou pas? Non. Parce que
En tout cas, c'est ça, parce que de manière générale, dans la représentation antique, le monde sublunaire, qui est soumis au temps, à la corruption, à la génération, etc. Il y a le monde supralunaire, qui est le monde des choses éternelles. Voilà. Ça, c'est Aristote. Voilà, ça, c'est un peu dire que... Non. Attends, maintenant, il y a des choses éternelles, et il y a des choses qui sont soumises à la corruption et à la génération. Voilà. Mais ça le dirait aussi, Plotin. Mais je maintenant, réponds. attends. Mais maintenant. 2 secondes, j'y réponds. Allez, j'y vais. Bon, d'accord. Alors, en fait, disons, ce truc quand même, est quand même basé sur Platon et sur le Timée. En fait, c'est là où il me semble quand même que dans le Timée, donc, Platon explique comment le temps s'est fait. Le Timée, c'est très important pour les jeunes platoniciens avec un autre dialogue qui est le Parménide. Et dans le Timée, il explique la création du monde. Enfin, un interlocuteur explique la création du monde. Donc, il y a toujours cette précaution à ne pas dire que c'est Platon qui dit littéralement ça. Mais il explique que je ne me rappelle plus à quel stade, mais donc le démiurge, avant de construire le monde, regarde le modèle du monde et fait un bricolage avec différents alliages, je ne me rappelle plus, mais il crée l'âme du monde et il crée aussi le temps. Le démiurge. Le démiurge crée le temps. Donc dans ce mythe-là qui est très important pour eux, il n'y a pas le temps au début, pourtant le démiurge fait des trucs. Donc ça donne l'impression qu'il y a dans le monde intelligible un autre temps qui existerait dans la mesure où le démiurge doit construire les choses, voir le modèle et décider comment est-ce qu'il va le construire, et à un moment il s'adresse à des sous-divinités à qui il délègue certaines choses, et tout ça se fait avant le temps. Mais en tout cas, ce qui est d'accord que le monde des intelligibles n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps, mais tu as forcément l'impression qu'il y a un autre temps. En tout cas, mais il faut savoir ce qui se passe. Parler du monde sublunaire. Qui ne peuvent pas ne pas se passer dans un certain temps, voilà. Disons entre l'intellect, l'âme, quand une âme décide de descendre, quand une âme perd ses ailes dans le monde supérieur, quand tout d'un coup il se passe des trucs, il y a des événements. Alors, est-ce que la frontière entre... Déjà, petite précaution pour dire qu'on n'est pas en train de... C'est des questions qui peuvent se poser à tout le monde. Parce que tout le monde reconnaîtra qu'il y a des choses immuables. Il y a des principes qui ne changent pas. Des vérités, par exemple. La vérité, c'est le meilleur exemple de ce qui ne change pas. Je sais pas, les lois physiques, il faut dire ça. Il y a des choses qui ne changent pas et il y a des choses qui changent. Est-ce qu'il y a une frontière nette entre entre l'éternel et le corruptible? Est-ce qu'il y a une frontière nette? Est-ce qu'il y a des passages possibles de l'un à l'autre? L'âme, si elle contemple des choses éternelles puisqu'elle devient éternelle, je ne sais pas. Est-ce que cette frontière est poreuse? Est-ce qu'elle est hermétique? Je se pose. Là, je pense qu'elle est poreuse chez nos platoniciens, en tout cas. Mais c'est compliqué, parce que quelque chose qui descend du règne de l'éternel et qui entre dans celui du corruptible, veut dire qu'il était déjà soumis à la corruption, puisqu'il a pu être déplacé et donc il est soumis au temps, il n'était pas éternel. C'est pas une contradiction. Maintenant, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que aussi, peut-être que Platon dirait que non, il y a une frontière nette. Il y a le monde des intelligibles. En dessous de ce monde des intelligibles, il y a le démiurge qui est dans le temps. Et le démiurge regarde
le monde des intelligibles comme un modèle, paradigme en grec, paradigma, et crée le monde d'ici-bas à partir du monde des intelligibles comme modèle. Voilà. Mais que jamais il y a de passage possible. C'est cette question à poser, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a un truc, à un moment, je suis tombé sur le fait qu'il disait que c'était que enfin, il y a plein de paradoxes, justement, le fait qu'il dit, par exemple, à un moment que l'esprit est éminemment vivant, alors qu'il est immobile. Enfin, pourquoi, comment est-ce qu'il pourrait être vivant? Enfin, il y a plein de paradoxes dans ce... Aussi le fait que ce qui est en haut est parfait, donnerait à penser que... Parfait, ça ne veut pas dire bon, hein, c'est différent. Non, tout à fait. Je passe à un autre sujet. Ouais, parce que là, je me suis... Disons que j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire à travers ce que je viens de dire, mais avec le mot... J'essaie de... Il dit que ce qui est là-haut est parfait, mais ce qui est là-haut n'est pas en acte. Donc, dans ce sens-là, il ne peut pas être parfait. Parce que ce qui est en acte, c'est ce qui est en bas. Parce que ce qui est en acte doit être ce qui existe. Et ce qui est en haut est dans l'esprit. Donc, une des notions de en acte et en puissance, qui est une vieille distinction aristotélicienne, c'est que quand on imagine quelque chose, c'est en puissance, et quand on réalise, il est en acte. Donc, en ce nom, le monde modèle est en puissance et le monde qui a été créé avec la matière est en acte. Pourtant, ce qui est en acte est censé être plus parfait parce qu'il existe de manière plus totale dans le sens d'une existence, parce que, disons, je pensais ça le paradoxe, c'est que une des façons d'être en acte, c'est d'exister dans la matière, pour nous, alors que les choses qui sont en haut existent au plus haut degré. Et c'est un paradoxe qui, je pense, c'est sa structure, la philosophie de socle de Platon, des néoplatoniciens. Comment est-ce que ce qui est au plus haut et qui n'est pas dans la matière pourrait exister, être plus que ce qui existe dans la matière? Parce que pour nous, c'est le contraire. Je sais pas, j'explore un petit peu des paradoxes. C'est bien, j'aime pas. Bah, disons, vision naïve, c'est qu'il y a des choses qui sont et des choses qui ne sont pas. L'être, c'est une chose binaire, soit on est, soit on n'est pas. Nous, les continentaux, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a des modes d'être, différentes façons d'être. Il y a des choses, voilà, des choses qui sont, par exemple, l'être, l'existence, une chose dans le monde, c'est pas la même chose que l'existence d'une vérité mathématique, qui n'est pas la même chose que la permanence de la gravitation, hein, différents modes d'être. Mais bon, c'est ces choses. Ils font la différence, pardon. Il y a star et star. Ouais, bah après, moi un homme, par exemple, qui est dans le truc, il peut star, il peut dire soy et estoy pour un humain. C'est pas un peu la même différence que tu parles. Bah déjà, ça serait une distinction. Oui. Mais alors, juste fini. Donc, on peut être facilement d'accord avec moi pour dire qu'il y a plusieurs façons d'être. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à l'être de ces différentes choses? Qui est le verbe être? Est-ce que c'est seulement une question de... Parce que ces choses sont actuelles, quoi. Une vérité mathématique l'est, et puis même si elle n'est pas de la même façon que cet ordi qui est sur cette table, qui n'est pas de la même façon que la permanence d'une propriété physique dans le monde, est-ce que leur existence est quelque chose de commun? Qui serait, je sais pas, l'être avec un E majuscule. Là, c'est ce que pense Parménide, justement. Voilà. Est-ce qu'on conclut là-dessus?
c'est pas mal, mais c'est dommage qu'on ait juste 2 heures pour parler de ce texte. Il faudrait que. On pourrait faire la prochaine séance en continuant sur ce texte. Je trouve qu'il était vraiment très bien ce texte, mais le seul truc, c'est que c'est quand même très. C'est dur à comprendre, c'est quand même très mystique. Ce qui était bien avec la semaine passée, c'est qu'on pouvait vraiment avoir des débats. Alors que là, c'est. Ouais. C'était bien pour savoir un peu. Alors là, on est entré aujourd'hui dans les profondeurs du plotinisme. Je vous propose de retourner à la surface un peu une prochaine fois. Avec Porphyre, du coup. Hein? Après, c'est Porphyre, non? C'est encore plus. Ah ouais, alors, je propose qu'on fasse ça démocratiquement. Est-ce qu'on reste sur Plotin la prochaine fois ou est-ce qu'on passe à un autre? Qui vote pour Plotin? Pauvre Plotin. Ah non, mais je vote pour Plotin. Est-ce que c'est l'autre? Qui vote pour Porphyre ou pour un autre? Hein? Alors on passera à Porphyre. Porphyre? C'est un peu la même chose. Non mais Porphyre, après ça devient quand même. Après c'est quand même quand on. C'est ce que dit Proclus à la limite, mais Porphyre. Non mais Porphyre. À part mais déjà. Elle a introduit Lysalogue. Non mais alors ce qui est bien c'est qu'il y a des sortes de mythes. Et bon, on va pas lire Lysalogue. On va lire L'Antre des Nains, c'est sympa. C'est un peu. L'Antre des Nains? C'est pas ça. Non, c'est génial, on va lire ça. C'est une analyse par Porphyre d'un extrait d'Homère. C'est sympa ça. Ah, ça pourrait être marrant, ça pourrait être. La symbolique de l'antre pour Homère, chez Homère, l'antre des nains. Ah, c'est ça, on a parlé de la caverne et de la. C'est ça. Comme ça, on est dans un truc un peu plus. Ça vous va comme ça? Ouais. L'antre des nains. Alors, je clôt la séance. Merci. Merci à ceux qui sont en ligne. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.